Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème de l'hypertension artérielle essentielle. Moi, c'est docteur Bensad Karima. Je suis lauréate des EVC Médecine Générale 2019 et j'exerce en France depuis 2017. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire ce cours-là parce que on a l'impression de maîtriser un peu la prise en charge de l'hypertension artérielle, sauf que voilà, il y a des oublis de notre part et il y a beaucoup de lacunes euh, voilà, que j'aimerais qu'on comble ensemble euh, au fil de ce cours. Alors, l'HTA est une maladie chronique, hein. C'est la première maladie chronique dans le monde. Elle touche en plusieurs personnes euh, qui sont soit correctement traitées ou bien qui sont, on va dire, maltraitées ou bien qui ne sont pas du tout traitées. Alors, une HTA qui n'est pas bien prise en charge aboutirait à des complications, notamment par exemple un AVC, une insuffisance cardiaque, maladie coronarienne, insuffisance rénale et des troubles cognitifs. Donc, la classification de l'HTA qu'on connaît tous, qu'est-ce qu'une tension artérielle normale? C'est une pression artérielle systolique inférieure à 130 avec une diastolique inférieure à 85. Et puis, au-delà de ces chiffres-là, donc on va être face à de l'HTA qui peut être de grade 1, donc légère, de grade 2, donc HTA modéré, ou de grade 3, donc c'est une HTA qui est sévère, dont les chiffres dépassent 180 pour la systolique et 110 pour la diastolique. Alors, tout d'abord, comment on peut poser le diagnostic d'une hypertension artérielle? Soit en consultation, chez un patient, donc il y a des conditions de prise de mesure de cette dernière. Donc le patient, il faut qu'il soit assis allongé, donc au repos physique et psychique pendant depuis plus de 5 minutes, à distance d'un effort ou de prise de café ou d'exposition à la cigarette, au minimum euh, pendant 30 minutes. Le brassard, il faut qu'il soit adapté à la taille du bras et positionné à la hauteur du cœur. On fait en minimum 2 mesures espacées de 1 à 2 minutes avec prise de la fréquence cardiaque. Alors, la tension artérielle au cabinet, elle peut être faussée soit par ce qu'on appelle un effet blouse blanche, ou bien une HTA isolée lors de la consultation. On peut avoir une tension artérielle normale, mais le patient a ce qu'on appelle une HTA masquée. On peut avoir juste une HTA ambulatoire isolée. Et chez certaines personnes, notamment les personnes qui sont vasculaires et les personnes âgées, il peut y avoir une rigidité aussi des artères, ce qui pourrait fausser la mesure de cette dernière. Donc, le diagnostic, il pourrait se faire aussi par ce qu'on appelle l'automesure à domicile, donc en utilisant un appareil semi-automatique et puis en évitant la mesure au poignet. On apprend donc bien évidemment au patient comment on fait la mesure. Alors, le patient il prend 3 mesures au lever, 3 avant le dîner et 3 au coucher, 3 jours de suite. Et on fait la moyenne. Si cette dernière dépasse 135-85 mm de mercure, donc on parle d'HTA. Alors, le troisième moyen pour poser le diagnostic de l'HTA, c'est la MAPA ou bien mesure ambulatoire de la pression artérielle. Cette dernière est demandée quand il y a une grande variabilité de la pression artérielle. Et lorsque voilà, donc on remarque à la consultation une pression artérielle élevée chez un patient qui est à faible risque cardiovasculaire, là on est obligé donc de faire une MAPA avant de mettre en route un traitement antihypertenseur. L'autre situation, c'est quand voilà, on a une pression artérielle qui est normale, mais il y a une atteinte des organes cibles. Dans ce cas de figure, il faut faire une MAPA. Et puis, l'autre situation, quand il y a une discordance entre la pression artérielle à la consultation et à l'automesure. Et
L'autre situation, c'est l'HTA résistante. L'HTA résistante, voilà, on est obligé de faire la MAPA. Et puis, la dernière situation, c'est quand on a une suspicion d'hypotension artérielle chez les personnes âgées ou bien les patients âgés, voilà, ou bien chez les patients diabétiques. Ça consiste en quoi? Donc, c'est une mesure continue sur 24 heures de la tension artérielle. Alors, c'est une mesure toutes les 15 minutes pendant donc en journée, et puis une mesure toutes les 30 minutes la nuit. On considère que le patient souffre d'une HTA quand la pression artérielle diurne est supérieure à 135-85, nocturne au-delà de 120-70, et sur 24 heures, c'est au-delà de 130-80 mm de mercure. Alors, quand le patient souffre d'une HTA, il faut qu'on fasse un peu le point sur les complications de cette dernière. Alors, les organes qui sont touchés par l'HTA, c'est premièrement donc l'organe, l'atteinte neurologique, notamment donc un AVC, AIT, une hémorragie cérébrale méningée, cérébro-méningée. On peut avoir donc, une encéphalopathie hypertensive, le patient il se plaint de céphalée, en casque, augmenté en moindre effort, avec des troubles neurovisuels, parfois des troubles de la conscience, voire même des convulsions. Alors, l'atteinte neurologique, on peut aussi la visualiser au scanner ou à l'IRM cérébral. On voit ce qu'on appelle une leucopathie vasculaire. Chez donc les patients âgés, on peut être un facteur de dégradation rapide d'une démence débutante, ce qu'on appelle une démence aussi vasculaire, qu'on pourrait évaluer par le score MMSE. Et puis l'HTA, donc qui est mal prise en charge, elle peut être à l'origine d'une rétinopathie hypertensive. Donc, le deuxième organe qui pourrait être touché par l'HTA, c'est le cœur et les vaisseaux. Pour cela, on fait un ECG une fois par an. Alors, cherche d'une hypertrophie ventriculaire gauche électrique. Si on a des signes, voilà, électriques en faveur de cette hypertrophie, on complète par une ETT, une échographie cardiaque. Voilà. Et puis, il faut garder en tête que l'HTA favorise plutôt la survenue de cardiopathie ischémique, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, également cénose des carotides, anévrisme de l'aorte. Et puis, chez les personnes âgées, on sait que la survenue de fibrillation auriculaire est rattachée donc à l'HTA. Alors, l'atteinte également rénale. Pour cela, on fait un contrôle de la fonction rénale une fois par an en effectuant le dosage de la créate, du DFG, un ionogramme également, et puis en réalisant une bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie et hématurie. Ça, c'est très important. Alors, l'atteinte rénale secondaire à l'HTA, c'est ce qu'on appelle la néphroangiosclérose, et puis voilà, on peut avoir une sténose des artères rénales. Alors, on étudiera également les facteurs de risque associés à l'HTA. Donc, si on veut que notre HTA soit correctement prise en charge, il faut contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment un diabète, une dyslipidémie, le contrôle du poids et puis l'arrêt du tabagisme, de l'alcool, prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, qui est un facteur aggravant de l'HTA, et puis contrôle des médicaments un peu néphrotoxiques et des médicaments qui sont hypertensiogènes comme les AINS. On contrôle également la sédentarité et puis les apports un peu caloriques, riches en gras et faibles en fibres. Tout ça, donc il faut
limitée. Alors, conduite à tenir devant un patient qui est hypertendu. On va se poser quelques questions donc, par rapport à la surveillance d'un patient qui est hypertendu. Est-ce que ce dernier il prend son traitement? Il y a une bonne observance du traitement? Est-ce qu'il y a une bonne tolérance de ce dernier? Est-ce que donc il y a une atteinte des organes cibles et pour cela donc on fera des examens complémentaires, un contrôle annuel, un bilan donc un ionogramme, un bilan rénal, une glycémie à jeun, un bilan lipidique, bandelette urinaire et ECG. Alors les facteurs morbides associés à l'HTA aussi qu'il faut prendre en charge. Donc on commence par une prise en charge hygiéno-diététique. On s'assure que le patient consomme moins de sel, donc en moyenne 6 grammes par jour. Alors on se base sur la limitation de la consommation d'alcool, sur l'arrêt du tabac, sur aussi on recommande un régime alimentaire équilibré avec consommation beaucoup de fibres et de fruits et d'acides gras insaturés. On recommande donc une activité physique régulière et puis avec une perte de poids, l'IMC idéal c'est entre 20 et 25. Le deuxième chapitre de prise en charge de l'HTA, c'est le traitement médicamenteux. Donc, on a la classe des IEC, des ARA2, des inhibiteurs calciques, thiazidiques, bêta-bloquants, il y a d'autres antihypertenseurs. Alors, on connaît que voilà, il y a certaines associations qui sont autorisées, par exemple ARA2 avec thiazidique et inhibiteurs calciques. Pareil pour les IEC qu'on peut associés aux inhibiteurs calciques et aux thiazidiques. Par contre, bon, bien évidemment, ARA2 avec IEC, c'est contre-indiqué. Alors, le traitement médicamenteux, soit il peut être prescrit en monothérapie dans un premier temps, et très souvent on commence par les IEC et les ARA2, ou bien les bêta-bloquants dans certains cas de figure. On peut par la suite passer à une bithérapie, voire une trithérapie, quand les chiffres tensionnels ne sont pas équilibrés. Alors, donc là j'ai essayé un peu de reprendre toutes les molécules pour chaque classe. Donc là pour les IEC, les molécules qui sont les plus prescrites avec donc les doses habituelles et doses maximales. Il faut connaître que pour les IEC, les effets indésirables sont essentiellement une hypercalémie avec une dégradation de la fonction rénale et parfois une toux qui serait en rapport avec un angio-œdème bradykémique. Donc nous avons les ARA2 qui sont les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. On connaît donc le candesartan, l'irbisartan, telmisartan, valsartan. Pareil comme pour les IEC, on pourrait avoir une hypercalémie, une dégradation de la fonction rénale. La toux par contre elle est rare. Donc, pour les IEC et pour les ARA2, on les prescrit jamais en cas donc, de sténose bilatérale des artères rénales parce que ça risque d'aggraver la tension, l'hypertension artérielle. Alors, la troisième classe qui est la classe des inhibiteurs calciques qu'on pourrait prescrire en association soit aux ARA2 ou bien aux IEC. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Voilà. Et puis nous avons la classe des diurétiques thiazidiques qui constitue très souvent la troisième classe en thérapeutique prescrite en association soit aux IEC inhibiteurs calciques ou bien ARA2 inhibiteurs calciques. C'est essentiellement une hydrochlorothiazide et l'indapamide. Ces deux molécules causent des états de déshydratation avec des hyponatrémies, de déplétion, essentiellement chez les personnes âgées. Donc, il faut effectuer donc, des prises de sang à la recherche d'hyponatrémie. Bon. Nous avons les bêta-bloquants qui sont prescrits très souvent quand il y a un antécédent cardiaque sous-jacent.
Et puis il y a d'autres molécules, hein, tout dépend donc le profil du patient qu'on gère. Par exemple, l'imélédine, l'urapidil qu'on prescrit chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, chez qui on ne peut pas, par exemple, augmenter les autres classes thérapeutiques. Et puis nous avons le spironolactone dans les cas de cardiopathie congestive. Alors, quand est-ce qu'il est nécessaire de prescrire un antihypertenseur? En association, bien évidemment, avec des règles hygiéno-diététiques. Bon, dans la situation où on est face à une tension artérielle qui est normale, voire haute, bon, on ne donne pas de traitement, on se base essentiellement sur les règles hygiéno-diététiques, mais si le patient présente des facteurs, il est à très haut risque cardiovasculaire, là, on donne un traitement. Alors, à partir du grade 1, donc au-delà d'une tension artérielle qui dépasse 140, là, on est appelé à prescrire un antihypertenseur en association au contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, tout dépend de la réponse du patient. Soit donc on prescrira juste une molécule, ou bien 2 molécules, ou bien 3 molécules. Voilà. Pour ces patients, essentiellement les personnes âgées sous antihypertenseurs, on doit dépister ce qu'on appelle une hypotension orthostatique chez des patients qui font des malaises, qu'on n'arrive pas à expliquer, qui présentent des chutes à répétition, des vertiges, une asthénie. Ça consiste en la mesure de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque au repos, et puis lors du passage de la position assise à la position debout à 1 minute et à 3 minutes. Si on note une différence significative, c'est une baisse donc, de la pression artérielle systolique supérieure à 20 mm de mercure, ça permet de poser le diagnostic de l'hypotension orthostatique, ou bien une diastolique qui diminue de plus de 10 mm de mercure, donc on est en situation d'hypotension orthostatique, et là il faudra revoir le traitement antihypertenseur. Alors, il y a l'autre cas de figure, HTA résistante. C'est quoi une HTA résistante? Ça, il faut connaître la définition par cœur. C'est une HTA qui, malgré une trithérapie incluant un diurétique thiazidique, le diurétique thiazidique soit hydrochlorothiazide ou indapamide à des doses correctes, associé à des règles hygiéno-diététiques, qui durent plus au-delà d'un mois, avec une pression artérielle qui reste élevée au-delà de 140-90 en consultation, ou bien 150-90 chez un patient au-delà de 80 ans. Là, on parle d'une HTA résistante. Et pour cela, il faut adresser le patient chez un spécialiste pour ne pas passer à côté d'une HTA secondaire. Alors, il y a des situations en rapport avec une complication aiguë de l'HTA. Donc, c'est très souvent quand nous avons une pression artérielle systolique au-delà de 180 et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm de mercure. Donc, dans ce cas de figure, il faut faire la part des choses entre ce qu'on appelle une poussée hypertensive, donc c'est juste une élévation de la tension artérielle associée à quelques symptômes, par exemple céphalée, vertige, des bourdonnements d'oreilles, épistaxis. Alors là, ça nécessite une prise en charge ambulatoire, donc le patient il peut bénéficier d'un traitement et puis il sera orienté vers son médecin traitant qui s'occupera du reste de la prise en charge. Par contre, quand on est face à une urgence hypertensive, dans ce cas-là, il y a une atteinte d'un organe cible. C'est pour ça donc quand vous êtes aux urgences et qu'il y a des patients qui ont des chiffres tensionnels élevés, il faut avoir toujours en tête, il faut toujours chercher une atteinte d'un organe cible. Cette atteinte, soit elle peut être neurologique, donc un AVC, un AIT, une hémorragie méningée, une encéphalopathie hypertensive. Alors, une atteinte cardiovasculaire, est-ce que le patient se plaint de douleurs thoraciques? Donc, évoquons un syndrome coronarien aigu, un OAP, quand le patient il est encombré avec des saturations et des crépitements à l'auscultation.
Et puis une dissection de l'aorte lorsqu'il y a une douleur voilà, thoracique foudroyante. Une atteinte rénale compte sur la prise de sang en objectif, une insuffisance rénale aiguë, et puis chez les patientes, les femmes enceintes, donc lorsqu'il y a une éclampsie. Voilà, c'était tout donc concernant l'hypertension artérielle. J'essaie de reprendre les points les plus intéressants. Et puis n'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez. J'essaierai de répondre au fur et à mesure. Alors, donc, je vous souhaite bon courage et au prochain cours. Au revoir.